L'évolution historique de l'humanité suit donc une dynamique de développement multidimensionnel, où différentes lignes progressent en interaction. Les lignes, cognitives, morales, perspectives, identitaires, conscience, et vision du monde, entre autres. Sur le plan cognitif, les sociétés ont évolué d'un stade sensoriel et sensorimoteur, vers des formes de pensée de plus en plus complexes. Du préopératoire magique, au mythique, puis représentationnel, à l'opératoire concret, puis formel. La morale suit un chemin similaire, passant d'une phase prémorale instinctive, à une structure préconventionnelle fondée sur l'intérêt personnel, avant d'émerger dans une conventionnalité où les normes sociales définissent la conduite. Au-delà, le stade post-conventionnel remet en question ces normes, pour adopter une éthique universelle. La perspective adoptée par les individus et les sociétés s'élargit au fur et à mesure. D'une perspective égocentrique centrée sur la survie immédiate, l'humanité est passée à une perspective ethnocentrique, où l'appartenance tribale ou culturelle prévaut. Le passage au sociocentrisme permet d'intégrer des structures plus larges, telles que les nations, avant d'atteindre une perspective mondocentrique, embrassant l'humanité dans sa globalité. L'identité humaine a également évolué, traversant 3 grands niveaux. Physiosphérique, lié aux éléments matériels et naturels, biosphérique, centré sur la vie et les écosystèmes, et noosphérique, marqué par l'émergence de la pensée, de la culture, et de la conscience réflexive. Du point de vue de la conscience, l'humanité a parcouru un chemin, de l'autisme primitif, vers une conscience des objets, puis du corps, et des émotions. Avec l'avènement de la pensée réflexive, la conscience de l'esprit s'est développée, suivie d'une conscience sociale, enfin, d'un moi. Enfin, la vision du monde a évolué à travers les stades archaïques, magiques, mythiques et rationnels, chaque niveau offrant une compréhension plus intégrée et complexe de la réalité. Une des dynamiques les plus marquantes de cette évolution est la corrélation entre la différenciation du moi et l'élargissement de la perspective. Plus le moi se structure et affine ses frontières, en se distinguant d'abord du monde physique, puis en différenciant ses propres émotions de celles des autres, puis en reconnaissant son rôle spécifique parmi les rôles sociaux, et enfin en identifiant ses propres pensées au sein du collectif, plus sa capacité à intégrer d'autres perspectives s'accroît. Ce processus, où la frontière du moi devient de plus en plus intériorisée et définie, permet paradoxalement d'inclure un nombre croissant d'êtres dans sa perspective. Ainsi, un moi pleinement différencié, est aussi celui qui peut le mieux embrasser et comprendre la multiplicité des autres moi. Ainsi, la conscience, en haut à gauche, passe d'un état fusionnel à la conscience du moi, en corrélation avec la perspective, en haut à droite, qui passe d'égocentrique à mondocentrique. L'identité, en haut au milieu, passe de physiosphérique à noosphérique. La vision du monde, en bas à droite, passe de l'archaïque au rationnel, en corrélation avec la morale, en bas à gauche, qui passe de prémoral à post-conventionnel. Tout cela soutenu par le cognitif passant du sensoriel à l'opératoire formel. L'humanité et l'individu suivent les mêmes étapes fondamentales d'évolution de la conscience. Ces structures de base se retrouvent donc aussi bien dans l'histoire de l'humanité, que dans le développement personnel. Un individu avec une pensée préopératoire s'identifie à son corps, voit le monde de manière magique et animiste, et suit une morale préconventionnelle. Avec la pensée opératoire concrète, il s'identifie à son rôle social, adhère à une vision mythologique du monde, et adopte une morale conventionnelle. Enfin, avec la pensée opératoire formelle, il construit une identité basée sur l'ego, adopte une vision rationnelle du monde, et développe une morale post-conventionnelle. Ainsi, tout comme l'humanité a évolué du magique au mythique, puis au rationnel, un enfant, aujourd'hui, grandit en passant aussi à travers ces étapes successives. C'est comme si la nature, une fois qu'elle a produit un hôlon de base, et qu'elle s'est assurée qu'il fonctionnait de manière adéquate, continuait à utiliser ce même hôlon dans les développements ultérieurs comme élément de construction, en préservant le hôlon de base, mais en niant son caractère partiel ou exclusif, en le transcendant dans un modèle supérieur, plus profond. Si nous utilisons une échelle en tant qu'analogie grossière de l'évolution de la conscience. Les barreaux de l'échelle représentent les structures, ou les niveaux de base de toute ligne de développement, comme la ligne cognitive. Il y a aussi le grimpeur avec ses points charnières à chaque barreau. Et les différentes visions du monde que le grimpeur développe à chaque barreau.
Échelle, grimpeur, vision. Le moi s'approprie ces barreaux, ou s'identifie à eux, et cela engendre divers types d'identité du moi, et divers stades de croissance du moi. Chaque barreau supérieur repose sur les barreaux inférieurs, et, quelle que soit la hauteur de l'échelle sur laquelle vous grimpez, tous les barreaux sont nécessaires. Retirez un barreau inférieur et toute l'échelle s'effondre. Chaque barreau est une structure de base, ou un holon de base, comme les images, les symboles, les concepts, et les règles, pour la ligne cognitive, et chacun est préservé dans l'échelle vue dans sa totalité. Mais, en gravissant l'échelle, le grimpeur découvre une perspective différente du monde qui l'entoure. À chaque barreau il a une vision différente du monde, et les barreaux supérieurs lui permettent de voir une plus grande partie du monde, et donc d'avoir une vision supérieure du monde. Bien que chacun des barreaux continue d'exister au fur et à mesure de l'ascension du grimpeur, elle en dépend en fait, les différentes visions du monde sont remplacées. Progresser au sein des différents stades de développement, ne signifie pas qu'il faille maîtriser de manière extraordinaire chaque stade, et faire preuve d'une compréhension géniale à ce stade, avant de pouvoir progresser au-delà. Cela reviendrait à dire qu'aucun individu ne peut dépasser le stade oral, tant qu'il ne maîtrise pas l'art de la cuisine gastronomique. Un point charnière désigne simplement le processus crucial de la différenciation et de l'intégration, tel qu'il se produit au cours de la croissance et du développement humain. Un point charnière a une structure de type 1, 2, 3. Identifier, désidentifier, intégrer. Ou fusion, différenciation, intégration. Ou imbriquer, transcender, inclure. Tandis que le moi gravit un à un les barreaux successifs d'expansion de la conscience, il fait face à ce processus 1, 2, 3 à chaque barreau. Et quelque chose peut mal tourner à n'importe quelle de ces sous-phases. Dans la sous-phase de la fusion, la sous-phase de la différenciation, ou la sous-phase de l'intégration. Le moi peut rester fusionné ou rester coincé à un niveau, nous avons une fixation, un problème de sous-phase 1. Le moi peut également connaître l'échec à la sous-phase 2 du point charnière, la différenciation. Il peut être incapable de se différencier clairement et nettement, alors il ne parvient pas à établir une frontière fiable à ce niveau. Ou encore le moi peut échouer à l'intégration, ou sous-phase 3 du point charnière. Il n'intègre pas et n'inclut pas le niveau précédent, mais l'aliène, le dissocie, et le refoule. Il ne transcende pas, n'inclut pas, il dissocie et refoule. Les mécanismes de défense sont comme un système immunitaire psychologique. Ils aident à maintenir l'intégrité et la stabilité des frontières du moi, et ils écartent tout envahisseur qui menace le système du moi. Les mécanismes de défense peuvent devenir des maladies auto-immunitaires, le moi commence à s'attaquer lui-même. Ces mécanismes de défense peuvent aussi s'appeler mensonges. La projection est le fait d'attribuer à quelqu'un d'autre ses propres pensées ou émotions. La fusion est le fait de mélanger son identité avec celle d'un autre. Le clivage est le fait de voir les choses ou les personnes comme totalement bonnes, ou totalement mauvaises. Le refoulement est le fait d'empêcher une pensée ou une émotion douloureuse d'accéder à la conscience. La formation réactionnelle est le fait d'adopter un comportement opposé à ce qu'on ressent réellement. Le déplacement est le fait de transférer une émotion d'une cible menaçante, vers une cible plus acceptable. La défense la plus saine qui soit étant la sublimation, c'est-à-dire la transcendance. La pathologie tend à infecter et à déformer tout le développement subséquent. Alors certains aspects de votre potentiel, isolés par la dissociation, commencent à sucer votre énergie et votre conscience. Ils vous drainent. Ils sabotent toute la croissance ou le développement ultérieur. Ils sont un poids mort, le poids d'une époque passée qui devrait être révolue. Mais à la place, protégés et abrités par le mensonge, ils continuent de vivre et de vous terroriser. Certains aspects du grimpeur peuvent donc rester pris sur des barreaux inférieurs. Si le moi refoule ou dissocie certains aspects de lui-même, le potentiel disponible pour poursuivre son évolution et son développement sera moindre. Et tôt ou tard, cela ralentira son développement jusqu'à l'arrêt complet. Étant donné que vous n'en avez même pas conscience, vous interprétez cela comme une dépression, une obsession, de l'anxiété, ou quantité d'autres symptômes névrotiques totalement déconcertants. Non seulement vos aspects de vous-même refoulés utilisent eux-mêmes de l'énergie, mais vous dépensez également de l'énergie pour vous défendre contre eux.
Alors bientôt, vous êtes à plat. Le faux moi grandissant va s'effondrer à un moment donné, suffoquant sous son propre poids. Il se produit alors une dépression, et l'individu se retrouve devant plusieurs choix. Le repos et la récupération, puis le retour à la même trajectoire du faux moi. Ou effacer le dilemme de la conscience par la médication. Ou renforcer des actions qui contournent le problème. Ou alors amorcer une enquête sur la vie du mensonge. Cette enquête se mène habituellement avec un thérapeute, qui va vous aider à interpréter vos intentions intérieures avec plus de véracité. Dans un environnement sûr, entouré d'empathie, de congruence, d'acceptation, l'individu peut commencer à dire la vérité au sujet de son intériorité, sans craindre d'être puni. Alors le faux moi, à quelque niveau qu'il soit, tend à perdre sa raison d'être. Le mensonge, la résistance à la véracité, est interprété, et la douleur, la terreur, et l'angoisse cachée, se découvrent. Le faux moi se consume lentement dans le feu de la véracité consciente. L'intériorité authentique est partagée dans un cercle intersubjectif d'attention et de compassion, ce qui la libère de la prison du mensonge.